Où sont? Voilà, c'est très bien. C'est bon, vous voyez Donc, mon Lana, diapo? qui est psychologue dans le service, à qui je demandais et a accepté gentiment de faire un travail sur la question du trouble de la personnalité limite, parce que c'est une question qui nous interroge, en tout cas au niveau de la clinique de la psychopathologie. Et je pense qu'on l'a évoqué comme ça à travers les présentations de ce matin. Et on avait surtout, moi je me souviens d'une question qu'on avait posée à Blaise par rapport au lien entre l'attachement et le trauma et surtout la question de l'âge. Et je pense que vous avez cherché de ce côté-là, donc vous allez nous en parler. Effectivement. OK. Je vais essayer un peu de répondre autant que je peux à la question, sachant quand même que la littérature reste encore pauvre vis-à-vis de tout ça. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation et pour me donner l'opportunité donc, de vous présenter le trouble de la personnalité limite entre attachement et trauma. Donc, comme je l'ai dit, cette recherche a engendré beaucoup de questions qui sont malheureusement restées sans réponse, mais que voilà, je vais vous en faire part et espérer que cela intéressera certains d'entre vous et poussera un peu à approfondir toutes ces recherches. Alors, pour commencer, je vais vous parler un peu de ce trouble de personnalité limite. Donc déjà, c'est un trouble qui, pendant très longtemps, a fait peur. On n'a pas trop su quoi en faire, comment le traiter, comment le catégoriser. Donc, il a été un peu placé dans un entre-deux, entre une psychose et une névrose, ni l'un ni l'autre, mais un peu des deux en même temps. Aujourd'hui, heureusement, grâce à un petit boost pendant les années 90 et au début des années 2000, on a réussi à donner il y a eu un shift de paradigme, on a réussi à donner une place à part entière à ce trouble qui, aujourd'hui, on le sait, est un trouble neurodéveloppemental, caractérisé par une estime de soi qui est faible, une irritabilité de la régulation des émotions et des relations interpersonnelles et un déficit du contrôle des impulsions. Alors, au niveau de la prévalence, il est assez présent dans la population générale, entre 2 et 5%, chez les patients psychiatriques externes, entre 10%, et chez les patients hospitalisés, entre 15 et 20%. C'est un trouble avec des conséquences négatives multiples, un impact fonctionnel important, un taux de mortalité par suicide près de 10%, beaucoup de difficultés interpersonnelles, beaucoup de comorbidités aussi, avec des consommations de substances psychoactives, troubles du comportement alimentaire, troubles anxieux, troubles du stress post-traumatique, symptômes psychotiques, troubles de l'humeur et troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et là, j'ai mentionné que les plus présents. Alors, au niveau de la prise en charge, comme je l'ai mentionné rapidement au début, c'est un trouble qui a fait peur pendant très longtemps. On n'a pas su comment le prendre en charge. Les patients ont souvent été hospitalisés pendant des années et des années, ou bien complètement isolés, marginalisés et mis de côté. Aujourd'hui, on sait que l'hospitalisation est aidante, mais dans un cadre temporel restreint lors d'une forte crise émotionnelle. Elle doit être courte et doit déboucher sur une autre forme de prise en charge. Donc, les autres formes de prise en charge, dans ce cas-là, seraient psychothérapeutiques et ont montré quand même de très bons résultats. Il y en a 4 qui ont été validées, qui ont montré ces bons résultats. La thérapie comportementale dialectique de Linehan, la thérapie basée sur le transfert de Kernberg, la thérapie basée sur la mentalisation de Funagi et la thérapie des schémas de Jung. Alors, je ne peux m'empêcher quand même de parler de la thérapie interpersonnelle basée sur l'attachement, qui promet, on espère, de bons résultats quant à cette prise en charge et qui est encore en cours de développement et validation. Alors déjà en 2002, Skodal et ses collègues avaient déjà mis en avant que la précocité du diagnostic et la prise en charge psychothérapeutique pouvaient améliorer le pronostic. Donc cette idée que c'était des personnes incurables qui n'allaient jamais aller mieux, voilà, aujourd'hui a été démontrée comme étant fausse. Alors, je vais rapidement quand même vous parler du diagnostic de ce trouble de la personnalité limite. Donc, aujourd'hui, on a deux approches pour poser le diagnostic. Donc, une approche catégorielle classique du DSM-5, où il faut qu'il y ait au moins 5 des 9 manifestations suivantes. Des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginaires, des modes de relations interpersonnelles instables et intenses, une perturbation de l'identité avec des retournements brutaux et dramatiques de l'image de soi, des bouleversements des objectifs, des valeurs, de carrière, de l'identité sexuelle, etc.
Une impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables comme des dépenses, la sexualité, la toxicomanie, les conduites automobiles, crise de boulimie, etc. Des répétitions de menaces suicidaires ou d'automutilation, une instabilité affective due à une réactivité marquée, de l'humeur, des sentiments de vide, des colères intenses et des survenues transitoires dans des situations de stress, d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. Alors, nouvellement, on a une approche dimensionnelle aussi pour pouvoir poser ce diagnostic. Donc, pour pouvoir un peu pallier aux difficultés de l'approche catégorielle, le DSM propose cette approche alternative où le professionnel établit un portrait en fait, des symptômes présentés par le patient et va qualifier l'intensité de ces différentes manifestations cliniques. Le fonctionnement doit atteindre d'une manière assez importante deux des 4 domaines suivants, l'identité, l'autodétermination, l'empathie et l'intimité. Et il faut qu'il y ait 4 des 7 traits de personnalité suivants qui sont présents et au moins un des traits en rouge, donc l'impulsivité, la prise de risque et l'hostilité. Alors, le trouble de personnalité limite est un trouble complexe, donc avec une étiologie assez complexe. Les études ont réussi à mettre en avant des facteurs biologiques, comme le tempérament, des anomalies cérébrales, par exemple au niveau de l'hippocampe et du cortex préfrontal, des dérégulations au niveau des neurotransmetteurs qui donc pourraient jouer un rôle dans cette impulsivité, cette agressivité et la régulation émotionnelle qu'on retrouve, comme on l'a vu, d'une manière quand même très importante chez les TPL. On a aussi réussi à mettre en avant des facteurs biologiques, comme l'attachement, et des facteurs environnementaux, comme un contexte familial difficile, par exemple des troubles psychiatriques chez les parents, une hostilité, une indifférence, des confusions dans les limites, et des traumas précoces. Vous avez, au vu du thème de la journée, je vais m'attarder plus précisément sur l'attachement et ces traumas précoces. Alors, un petit mot quand même sur la psychopathologie. Donc, les premiers travaux se sont centrés sur les modèles intrapsychiques des relations d'objets, comme la théorie de Kernberg. Et puis ensuite, on est passé à des modèles biosociaux et biopsychosociaux. Donc, en 1979, Kernberg est un des premiers à expliquer un peu le TPL. Et pour lui, c'est un échec développemental lors de la période préoedipienne qui résulterait en l'incapacité de l'individu à intégrer des représentations positives et négatives des objets du soi et des autres. En 1993, Inelan propose une théorie biosociale qui, quant à elle, va suggérer que le TPL est un trouble de la régulation émotionnelle qui émerge des interactions entre vulnérabilité biologique et un environnement invalidant. Funagi, en 2005, va apporter la composante un peu psychologique de l'attachement. Pour lui, ce sont des prédispositions génétiques et un attachement insécure qui engendrent un appauvrissement des capacités de mentalisation et une désorganisation de la structure de soi. Alors, donc cette composante de l'attachement a permis quand même de proposer un nouveau regard sur les patients souffrant de TPL. Donc, je vais faire un petit rappel très rapide sur la théorie de l'attachement. Donc, à travers les modèles internes opérants, le système d'attachement va influencer la construction de la régulation émotionnelle et va soutenir l'élaboration des représentations de soi et d'autrui. On fait quand même le lien avec les fondements du clinique du TPL qui sont la dérégulation émotionnelle, la perturbation de l'image de soi et du contrôle de soi, ce qui permet quand même assez rapidement de montrer cette place importante de l'attachement chez le TPL. Pour continuer un peu dans cette idée-là, on va un peu survoler les années allant de 1975 à 2008 avec Gunderson et Bermond qui vont montrer qu'une des conséquences précoces de l'insécurité d'attachement serait l'angoisse d'abandon et l'incapacité à réguler les émotions. Guedney va aller même un peu plus loin en montrant que 4 critères du TPL dans le DSM sont carrément en rapport avec l'insécurité d'attachement, ce qui met encore plus en avant cette interaction entre les deux. Ensuite, Gunderson aussi a très rapidement aussi montré les ressemblances entre les comportements insécures des enfants insécures et ceux de la pathologie TPL avec une dépendance affective, une recherche de proximité constante et des demandes d'attention qui sont en fait une hyperactivation. Alors là, maintenant qu'on voit bien cette place de l'attachement et
précisément de l'insécurité d'attachement chez le TPL. On va voir si les chiffres suivent. Et effectivement, en 2011, Baron et ses collègues ont montré qu'entre 80 et 97% des patients avec un diagnostic de TPL présentent un attachement insécure, ce qui est quand même beaucoup. Ce n'est pas 100%, mais c'est quand même beaucoup. En 2012, Patrick et ses collègues confirment, avec leur population qui montre un attachement insécure de 92% chez les patients TPL, ils vont aller un peu plus loin en montrant que c'est plutôt un attachement préoccupé et beaucoup craintif, qui se distinguerait par des antécédents d'exposition au trauma. On remarque là qu'il y a quand même une absence vis-à-vis de l'attachement insécure évitant. Et effectivement, on se dit quand même au niveau des manifestations cliniques, on ne voit pas trop ça se ressemble pas trop. Et effectivement, il semble y avoir une absence significative d'attachement insécure évitant chez les TPL, ce qui aujourd'hui quand même est re-questionné, sachant que aujourd'hui, on se questionne quand même sur les manifestations cliniques du TPL chez les hommes, qui semblent être quand même assez différents de chez les femmes. Et donc, la place de cet attachement insécure évitant est à réétudier. J'espère que ça pourra être fait bientôt. Alors maintenant qu'on a bien trouvé et bien compris qu'il y a une place importante de cette insécurité d'attachement chez les TPL, comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce que ça se fait concrètement? Pour cela, on revient un peu à Funagi, qui pour lui avait dit que le TPL résulterait d'un défaut de mentalisation associé à un attachement insécure. Donc des carences parentales impacteraient les capacités de l'enfant à mentaliser, ce qui le rend vulnérable au TPL. Donc, une insécurité d'attachement aurait pour conséquence une hyperactivation du système d'attachement qui va inhiber les capacités de mentalisation. Donc, on a parlé de la mentalisation ce matin, donc je vais pas trop revenir là-dessus, mais en gros, elle se construit dans la petite enfance et dans un contexte d'attachement sécurisé. Et elle influence donc la qualité de régulation émotionnelle et de cohérence et de contrôle de soi, qui sont, encore une fois, un peu des fondements du trouble TPL. Alors là, je vais passer un peu au traumatisme, donc, qui est aussi le sujet de cette journée, et on peut voir le lien entre ces interactions, traumatisme, attachement et TPL. Donc le traumatisme est assez compliqué à définir, il y a eu beaucoup de définitions, alors je me suis spécifiquement intéressée à ces deux-là. Donc pour Bobet et ses collègues, il est question de mort réelle, de menace de mort ou d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, à laquelle Bailey ajoute la notion de perte brutale de la croyance en l'invincibilité de ses parents et l'infaillibilité de leur protection. Alors, je fais une petite parenthèse quand même avec l'actualité. Au vu du thème d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher. Vous avez probablement dû entendre parler du scandale un peu qui a éclaté début 2020 avec l'apparition de ce livre de Camille Kouchner où elle dénonce de maltraitance, un inceste de son beau-père sur son frère jumeau. Donc, ce scandale nous rappelle vraiment l'actualité de la maltraitance, l'impact que ça a sur, bien entendu, la victime, sur la famille, sur les témoins de ces maltraitances et sur l'impact qui peut durer pendant des années, puisque dans ce cas-là précis, on est quand même 30 ans plus tard. Alors, je reviens à la littérature avec les types de traumatismes. Donc, ils ont aussi été présentés ce matin, j'y vais assez rapidement. Alors, pour Bob, donc, il y a trois grandes catégories de traumas chez les enfants, les abus, les négligences et les séparations. Il y a des traumas uniques, ça peut être une série d'événements ou un stress chronique. Les conséquences de ces traumas sont multiples, on pourrait y passer des jours, mais je vais vraiment me concentrer sur ce qui va nous intéresser pour cette présentation. Donc, le trauma chez les enfants affecte le développement cérébral en lien avec des dysfonctionnements cognitifs et une dérégulation émotionnelle et comportementale. Plus les traumatismes vont se produire tôt dans la vie de l'enfant, plus il y a des conséquences au niveau cérébral. Les conséquences impacteraient aussi d'autres variables et seraient différentes selon l'âge. Chez un bébé de moins d'1 an, elles perturberaient le lien d'attachement et des régulations psychophysiologiques. Entre 2 et 3 ans, elles perturberaient le développement de l'identité, du processus de séparation et d'individuation, de la régulation émotionnelle et de la socialisation. Donc là, on met quand même en avant le lien entre trauma et impact biologique, impact psychologique.
et on remarque quand même que ce sont des manifestations qu'on retrouve beaucoup chez les TPL. Et effectivement, Frias, en 2016, a montré que ces perturbations, si elles ne sont pas bien prises en charge, peuvent conduire à l'apparition de troubles de personnalité limite. Alors, les chiffres vont confirmer ces dires, puisque Frias montre que 92 des patients avec un TPL ont eu une expérience de traumatisme dans l'enfance, contre 65% des patients, toute autre pathologie confondue. Zanarini va même qualifier ce paramètre d'omniprésent parmi ces patients, puisque 90% vont rapporter de la négligence, 82 des abus émotionnels et 62 des abus sexuels. En 2016, aussi dans une méta-analyse, Winsper et ses collègues mettent en avant que les expériences de négligence, d'abus sexuels et de violences verbales par les figures d'attachement engendraient un risque 5 fois plus élevé quand même de développer un TPL, et la maltraitance physique, quant à elle, était associée à un risque 3 fois plus élevé. Même au niveau de la séparation, on a remarqué qu'elle était quand même beaucoup plus présente chez les TPL, puisque elle était significativement, une séparation entre l'enfant et la mère entre 0 et 5 ans était quand même significativement plus élevée chez les patients avec un trouble de personnalité limite. De plus, c'est chez patients TPL, les traumas semblent être survenus quand même à un âge plus jeune par rapport aux patients avec toute autre pathologie confondue. Donc là, on remarque quand même l'importance du type d'abus, par qui il a pu être infligé et de l'âge, qui sont quand même très mis en avant. De plus, on voit que la sévérité des symptômes du TPL serait d'autant plus intense que les traumatismes ont été importants et précoces. Et par important, dans ce cas-là, Rouillon et ses collègues parlent de, effectivement, par qui ça a pu être infligé. Et dans ce cas-là, par la figure d'attachement, ça semblerait avoir un impact encore plus important. Et les types de traumas répétés semblent aussi avoir un impact plus important sur les symptômes du TPL. Donc là, qu'on a bien compris le lien, entre guillemets, entre cette interaction trauma-TPL, insécurité d'attachement TPL, comment est-ce qu'on positionne cette interaction, comment est-ce qu'on finit par comprendre l'interaction de ces trois variables-là. Donc, on a vu que le trauma impacte le développement cérébral, qui est un facteur quand même prédisposant au TPL, qu'il s'accompagne d'un sentiment de rupture dans la protection parentale de l'enfant chez ses caregivers. Le monde est perçu comme dangereux et l'incapacité de l'enfant à susciter l'attention dont il a besoin perturbe son image de soi et des autres. Et lorsque le système d'attachement est perturbé par un traumatisme, les modèles internes opérants de l'enfant sont impactés par la peur et l'anxiété. Ça engendre donc un attachement insécure, et Cook et ses collègues en 2005 mettent en avant même que ça engendre majoritairement un type d'attachement insécure désorganisé. Donc si on fouille un peu plus sur l'attachement insécure désorganisé, comme Courtois et Cook et al. ont fait dans leur recherche, ils ont vu que l'attachement insécure désorganisé entraînerait une vulnérabilité importante face à la détresse et aux relations des autres, engendrerait des incohérences du comportement avec la figure d'attachement, affecterait les développements neuronaux de certaines régions du cerveau. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le cortex préfrontal et l'amygdale. Et si on se rappelle bien, on avait retrouvé chez les patients TPL des anomalies au niveau de ces régions-là. Et donc là, on arrive quand même à mettre en avant que ces traumatismes vont impacter cette insécurité d'attachement, vont impacter l'identité, vont impacter les représentations de soi et des autres, la régulation émotionnelle, l'impulsivité, les régions du cerveau qu'on retrouve être présents chez les TPL. Donc tout ça nous permet de conclure. Donc déjà, on peut quand même mettre en avant que plus de 90% des individus souffrant de TPL ont eu une expérience de maltraitance pendant l'enfance, que ces expériences traumatisantes peuvent impacter les modèles internes opérants, aggraver la vulnérabilité de l'individu face au stress et modifier sa régulation émotionnelle et représentationnelle. Donc, cette interaction entre prédisposition biologique, insécurité d'attachement et expérience de maltraitance durant l'enfance peut perturber le développement normal de l'individu et dans la constitution du TPL.
Mais ce n'est pas non plus aussi simple que ça parce qu'on remarque que plusieurs facteurs peuvent influencer cette interaction. On a remarqué quand même que l'âge du trauma jouait un rôle important, que lorsqu'il se situait à un âge assez jeune, beaucoup ont mis en avant, même avant 5 ans, ça pouvait donc impacter, ça pouvait impacter d'autant plus l'apparition du trouble de la personnalité limite. Le type de trauma aussi semble jouer avec des traumas répétés et infligés par des figures d'attachement. Le style d'attachement aussi, puisqu'on retrouve quand même une majorité assez importante de styles d'attachement insécures et d'autant plus désorganisés chez les enfants, craintifs chez l'adulte. On se questionne quand même sur le sexe, vu que très peu d'études différencient les deux. Est-ce que chez les hommes et chez les femmes, c'est les mêmes facteurs qui influencent de la même manière? Comment est-ce que ça influence vraiment? Est-ce que c'est les mêmes interactions qui jouent? On n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Donc, je me suis donc questionnée, est-ce qu'en fin de compte, ce sont ces prédispositions génétiques, plus un trauma à un âge jeune, répété et infligé par les figures d'attachement, et un attachement insécure désorganisé qui donc engendrerait un TPL? La littérature montre que pas automatiquement, on voit quand même qu'il y a des TPL qui sont préoccupés, ambivalents. On voit qu'il y a des TPL qui n'ont pas subi de maltraitance. Donc, est-ce que le côté biologique prend le dessus dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a eu des prises en charge? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont sécurisé? Voilà. On n'a pas d'informations et donc ça pousse quand même à vouloir fouiller et pouvoir répondre éventuellement à toutes ces questions. Donc, tout ça quand même met en avant un vrai manque dans la littérature vis-à-vis de cette interaction-là. Alors, on remarque qu'il y a beaucoup d'articles, mais très peu sont récents. Très peu sont vraiment rigoureux pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus. Et il en faudrait pour pouvoir affiner tous ces résultats qui sont présents, mais qui stagnent depuis un certain temps. Toutes ces hypothèses qui commencent à émerger, mais qui ne se valident pas. Donc, une idée serait peut-être de comparer le TPL chez des personnes qui ont subi des traumas, sans trauma, en prenant en considération toutes ces variables dont on a parlé, l'âge, le type de trauma, le type d'attachement, et le sexe qui a été pas mal oublié quand même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention.